Gagner sa vie grâce à Internet, numériser son business, comme on dit, transformer son business physique en un business online sur Internet, alors avec Facebook, une chaîne YouTube, un site web, avec des outils, peu importe. Comment ça se passe? Quels sont les blocages principaux auxquels nous sommes confrontés en tant qu'entrepreneurs? Et j'ai aujourd'hui justement Siegfried C comme invité et il va nous donner son point de vue sur les blocages principaux et comment on peut les déplacer justement pour transformer une activité en activité profitable grâce à Internet. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc bienvenue à toi sur l'émission quotidienne Mon Business à 200%. Je suis Levesque David et mon taf, c'est de t'accompagner à lancer et accélérer ton business à 200%. Et tu peux bien sûr retrouver les plus de 400 émissions déjà publiées à ce jour sur biz200.fr, biz200.fr. Tu as les liens, bien sûr, dans la description. Alors, Siegfried, je vais te présenter un peu quand même. Yes. Donc, tu t'appelles Siegfried C, tu as fondé RN Université, l'université de la réussite moderne. Tu es le directeur marketing, tu as été le directeur marketing pour récemment donc Learnybox, pour Leandro, Sébastien, marketeur français, Presto Market. Bref, tu as donc une vision de marketing quand même qui est plutôt large. Et aujourd'hui, donc, tu accompagnes l'entrepreneur dans leur transformation digitale, dans la création d'un business en ligne. C'est ça, exactement, ouais. Et donc du coup, ben voilà, quels seraient selon toi les 3 blocages principaux qui bloquent ces entrepreneurs pour créer un business en ligne? C'est une très bonne question, à laquelle je vais me faire un plaisir de répondre. Il y a les 3 blocages principaux. Alors c'est vrai que c'est compliqué de réduire à 3 blocages. Oui. Le premier, moi, celui que je mettrai en avant en priorité, et ça, moi, je le rattache toujours à mon passé de sportif de haut niveau, parce que peut-être que les gens ne savent pas, j'ai un passé de sportif de haut niveau qui fait que j'ai transformé ma réussite du sportif en réussite entrepreneuriale. Et le premier blocage que rencontrent à la fois les sportifs comme les entrepreneurs, c'est le blocage psychologique. Après, il y en a d'autres, comme on va en parler après, comme la technique, l'argent, etc., tout ça. Mais le premier blocage de l'entrepreneur, c'est ce qu'il y a dans sa tête. Et c'est quelque chose qu'on n'apprend ni à l'université, ni dans les écoles de commerce, ni nulle part d'ailleurs. C'est l'approche psychologique. Alors les gens vont dire, attendez, moi je vends des baguettes de pain, je vends des robes, j'en ai rien à foutre, la psychologie c'est pas mon truc. Alors qu'en fait c'est le socle le plus solide sur lequel on peut bâtir une entreprise. Le blocage psychologique. Alors il y en a plusieurs, hein, ça c'est une question avec des tiroirs dessus. Qu'est-ce que, en tant qu'entrepreneur, peut me bloquer de manière psychologique? Il y a beaucoup de choses. Il y a déjà le problème de l'argent. L'argent, aujourd'hui, il faut être en accord avec l'argent. Ça veut dire beaucoup de choses, sans vouloir rien dire. Mais c'est quoi? C'est être d'accord que l'argent, c'est bien d'en gagner. C'est pas mal, ça découle de son travail. Donc, au plus on gagne d'argent, au plus on peut aider de personnes et au plus son business va être fructifié. Et ça, c'est un blocage que rencontrent beaucoup de personnes, que moi-même j'ai rencontré, que toi, je pense, tu as rencontré aussi au début quand tu as créé ton entreprise. C'est ce rapport avec l'argent, c'est-à-dire ce blocage de dire j'ai mon thermostat financier. On a tous eu un moment quand on avait 17, 18 ans de dire tiens, le jour où j'aurai un business ou un salaire où je gagnerai X euros par mois, je serai content. Pour moi, c'était le jour où je gagnerais 3 000 euros par mois. Je serais content. Pourquoi 3 000 euros par mois? Parce que à cette époque-là, je crois que mon médecin généraliste gagnait 3 000 euros par mois. Donc pour moi, c'était un truc qui était super. On a tous un thermostat financier sur lequel on va se limiter, consciemment ou inconsciemment. Et en tant qu'entrepreneur, c'est une problématique. On se dit, OK, moi, le jour où j'aurai atteint cette somme-là, je serai à l'aise. Et c'est une limite déjà psychologique à la réussite. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on va mettre tout en place pour gagner. Moi, j'avais mis tout en place pour gagner ces 3 000 euros. Mais pourquoi j'aurais pas mis 30 000? Pourquoi j'aurais pas mis 300 000? Pourquoi j'aurais pas mis 3 millions par mois? C'était un blocage psychologique. Et ça, c'est le premier blocage, c'est le rapport avec l'argent. L'argent, c'est bien, ça permet d'aider d'autres personnes. Il y a un adage qui dit la meilleure manière d'aider les pauvres, c'est de ne pas en faire partie. Et ça, j'appuie à 100%, c'est-à-dire comment est-ce que vous voulez faire pour aider les gens autour de vous si vous n'avez pas le choix, les moyens de le faire. Donc, premier problème, le rapport avec l'argent. Deuxième blocage psychologique, encore une fois avec les entrepreneurs, c'est, c'est pas la peur d'échouer, mais c'est l'approche de la réussite. Parfois on dit, j'ai peur d'échouer, mais c'est pas vraiment ça, c'est
comment faire pour avoir l'état d'esprit, les bonnes questions à me poser pour réussir. Se poser les bonnes questions. Se poser les bonnes questions. Et ça, encore une fois, on ne nous l'apprend pas à l'école, on ne l'apprend pas en école de commerce, on ne l'apprend pas dans tout le système scolaire que je rejette totalement. Et c'est encore un des socles les plus solides à l'entrepreneuriat. Pour faire un petit parallèle, c'est que quand on est un enfant, par exemple, si les parents t'enseignent de la bonne manière à faire les bonnes questions, à avoir les bons réflexes, tout ça, on va grandir avec un socle émotionnel solide. L'entrepreneur, c'est pareil. S'il n'a pas cette psychologie à se dire, tiens, comment je fais pour résoudre mes problèmes? Quelles questions je dois me poser? Sous quel angle je dois aborder les problèmes? Est-ce que c'est vraiment des problèmes ou est-ce que c'est des opportunités? Et il y a tout un vocabulaire comme ça à changer, à switcher. Progressivement, Parce que c'est pas évident, c'est sûr. Mais il faut arriver en tant qu'entrepreneur à modifier cette manière de penser. Alors, il y en a souvent qui disent on reformate le disque dur ou on change le programme, on le remplace par un autre, on est dans la matrice, on sort de la matrice. Mais tout ça, ça revient à une seule question, c'est modifier ma manière d'appréhender la vie. Alors, il y a l'exemple tout simple du verre à moitié plein, du verre à moitié vide, ça se rapproche de ça. C'est-à-dire, si j'ai quelque chose qui m'arrive, qu'est-ce que je fais? Quelles questions je me pose? Est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est une opportunité? Comment je fais? Est-ce que je me confronte? Est-ce que je bute face à ce problème? Ou est-ce que je considère ça comme un obstacle par lequel il va falloir que je saute pour aller vers mon objectif? Porteur de valeur. Porteur de valeur. Et ça, c'est aussi un des freins qu'a l'entrepreneur aujourd'hui qui veut numériser. Parce que quand on veut numériser, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut gagner plus d'argent, qu'on veut toucher plus de personnes. Mais si à la base, on se dit, tiens, moi j'ai un thermostat financier que de X, et dès que j'aurai gagné ces 10-20 clients en plus, ben, c'est pas la peine d'aller plus loin. Ben, le numérique, c'est peut-être pas la peine, parce que le numérique, on doit toucher le monde entier. Cette manière de résoudre des problèmes, quand on va passer dans le numérique, on en parlait tout à l'heure hors vidéo, ben, il y a des problématiques, des compétences, savoir tout ça. Si je me confronte et que je me bute là-dessus, j'avancerai pas. Tandis que si je trouve des solutions pour passer outre, ben, effectivement, ça sera positif. Donc, il y a vraiment ce premier socle, comme ça, de la psychologie, le mindset de l'entrepreneur, et je pense que tu es d'accord avec moi, parce que tu utilises aussi ces deux-là. Tout à fait, oui. Exactement. Qui sont vraiment le socle, je le répète, le socle pour avoir une bonne base quand on veut numériser son business ou qu'on veut le faire passer à la vitesse supérieure. Ça, c'est la première partie psychologique qui est à la fois la plus importante d'après moi, mais qui est aussi la plus difficile parce que c'est pas celle qu'on met en avant ou qu'on connaît de manière inconsciente. C'est-à-dire que si on te dit, tiens, moi je veux développer mon entreprise, on va pas te dire dans la rue, bah, écoute, tu devrais peut-être faire une introspection, tu vois. On va plutôt dire, fais un business plan, prends une agence de publicité, fais des flyers, tout ça. Alors que c'est celui-ci sur lequel il faut travailler en priorité parce que ça va justement ouvrir d'autres choses, ouvrir des opportunités, ouvrir une façon de penser, un mindset c'est un livre que je vous recommande, un livre qui est de T. Harv Eker qui s'appelle Les secrets d'un esprit millionnaire, qui est très intéressant pour cette approche psychologique, puisque sa conclusion, et je vous résume le livre en une phrase, c'est que les riches ne pensent pas comme les pauvres. Et c'est totalement criant de vérité, mais c'est excessivement dur à accepter comme ça de manière froide. C'est-à-dire que les riches pensent différemment des pauvres. D'ailleurs, pourtant c'est vrai. Si on rejette l'idée, c'est qu'il y a clairement un truc à faire. C'est clairement, il y a un truc à faire. Mais c'est très intéressant. D'ailleurs, on dit, pour avoir voyagé en Inde, on voit des gens qui sont devenus riches et qui continuent de fonctionner avec leur état d'esprit de pauvre. Ah oui, intéressant. Parce qu'en fait, la classe sociale a tellement progressé. Exemple, ils avaient une maison dans une ville, elle valait rien il y a 10 ans. Aujourd'hui, elle vaut l'équivalent d'1 million d'euros à l'échelle des roupies, par exemple. Soudainement, les types, ils deviennent extrêmement riches, en fait. Ils continuent de fonctionner comme s'ils devaient que 10 000 roupies par mois. D'accord, ok. Donc ça implique quoi comme... Ça implique qu'ils ne savent pas évoluer, en fait. Ah, ils savent pas évoluer, d'accord. Ils restent bloqués, dans la tête, c'est comme s'ils n'avaient pas changé le décor, quoi. Toi, tu leur as mis de l'or tout autour, mais eux, ils voient que du bois, la bâche, de la tôle, machin. C'est super intéressant, ça. C'est exactement ça, quoi. Ouais. Le premier problème, ça serait celui-ci. Le deuxième problème, alors c'est un problème qui est lié à la technique. On en parlait tout à l'heure aussi, encore déjà, la technique. C'est je ne maîtrise pas ou je ne sais pas comment faire. Et là, c'est un problème qu'on rencontre tout le temps, à la fois quand on veut numériser, même de manière plus large dans l'entrepreneuriat classique, à l'ancienne avec un commerce en dur, c'est je ne maîtrise pas la technique, je ne sais pas faire, donc soit je ne fais pas,
soit j'ai peur de le faire, soit je veux le déléguer et je veux pas m'en occuper. Et ce problème de la technique, en fait, c'est une sorte de faux problème, mais c'est un faux problème par méconnaissance, en fait. Parce que si on a cette première brique psychologique en se disant, OK, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions, en fait. Donc, la technique n'est pas un vrai problème en soi, c'est un obstacle. Qu'est-ce que je fais quand il y a un obstacle? Eh bien, soit j'apprends à sauter par-dessus, soit je passe à droite, soit je passe à gauche, soit je trouve une solution pour passer outre. Donc, la technique n'est pas un vrai problème à partir du moment où on accepte que c'est une étape et qu'il va falloir trouver la solution. Alors, il y a plusieurs solutions. On a donné une sur une autre vidéo. La première, c'est de dire OK, moi je ne maîtrise pas, je délègue. Je délègue, je ne veux pas savoir tout ça. Et là-dessus, sur ce point-là, moi je te rejoins. La délégation, autant je suis pour la délégation la plus totale dès qu'on peut automatiser quelque chose, autant je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il faut qu'on maîtrise un minimum le process pour comprendre. Et là, moi j'ai de nombreux exemples, notamment dans la restauration, de personnes qui sont des propriétaires, des gérants de restaurants, mais qui savent aussi faire la cuisine. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas passés gérants de restaurant disant je gère le restaurant et puis je prends un cuisinier et puis je fais mon cuisinier. En général, ce type de fonctionnement-là, il est bancal et le restaurant, je ne vais pas dire de manière générale il ferme parce que je n'ai pas les statistiques réelles, mais j'ai eu plusieurs cas de personnes qui ont fait ça et qui sont plantées parce qu'ils ne maîtrisent pas l'aspect cuisine après dans la restauration. Donc tu dois être censé maîtriser un petit peu les stratégies. Donc au niveau de la technique, c'est la même chose. Il faut maîtriser un minimum, ou au moins comprendre la technique, pour ensuite après la déléguer. Donc là-dessus, je pense qu'on est d'accord. Tout à fait. Et ce problème de la technique, aujourd'hui, n'est plus un vrai problème, puisque quand on parle de numérisation, parce qu'on parle vraiment de numériser son entreprise, aujourd'hui, il y a quasiment presque tout qui a été pensé sur le web, de manière numérique, en prestation ou alors en outil logiciel. Donc le problème de la technique n'est pas un vrai problème, il faut seulement trouver le bon outil, il suffit de chercher ou de se renseigner, ou de trouver la bonne personne à qui déléguer. Et ça encore sur le web, c'est une ouverture mondiale sur la délégation. Clairement. Donc quand on dit aujourd'hui, quand il y a un entrepreneur qui me dit « moi je connais rien à la technique, moi c'est oh là, je suis Facebook, je sais même pas ce que c'est tout ça », ok, donc déjà, je vais t'expliquer déjà ce que c'est. Si la personne me dit non, moi je veux pas savoir, là je dis écoutez, c'est désolé, vous n'êtes pas fait pour passer au numérique aujourd'hui, monsieur, je suis désolé. c'est pas encore l'heure, vous n'êtes pas encore assez mûr, madame. Donc déjà, c'est un mauvais signe. Mais aujourd'hui, avec le web, trouver un logiciel, trouver une délégation, c'est excessivement simple. C'est ça qui est extraordinaire en plus. Avant, c'était compliqué. Ouais, et puis en plus, à moindre frais, quoi. À moindre frais. J'ai en tête Upwork, justement, sur lequel j'embauche énormément de personnes. Et voilà, la dernière fois, j'ai besoin d'un technicien pour retraiter justement le son des audios qui me fasse un programme de traitement, quoi, un filtre pour Audition. On a fait deux sessions de travail ensemble pour caler le truc. Et là, maintenant, j'ai un filtre qui m'a travaillé. Voilà, et ça m'a coûté peut-être $70, peut-être, je sais pas. Et là, maintenant, j'ai un filtre appliqué sur les audios, quoi. J'ai un exemple encore plus criant de vérité par rapport à ça. Et pour revenir à ça, c'est en fait c'est un problème que les gens du monde du commerce réel ont, parce qu'en fait, quand ils cherchent une solution logicielle ou de délégation, dans la vie matérielle, c'est excessivement cher, excessivement complet. Mais sur le web, c'est beaucoup plus facile. Et j'ai un exemple là-dessus, c'était sur les voix off. Oui. J'ai un client qui a créé une formation numérique, qui a eu besoin d'engager une voix off pour faire une partie de ses audios, pour annoncer son truc. Il a engagé une comédienne en France. Déjà, elle n'était pas disponible tout le temps, parce qu'elle est comédienne, elle tourne tout ça. Ça lui a coûté un énorme volume d'argent. Et quand il a voulu faire des modifications, il n'a pas pu les faire parce que la comédienne n'était plus disponible, elle était en tournage, etc. Tout ça. Donc autant je suis pour engager du local, du français, tout ça, mais dans ce cas-là, le retour sur investissement n'était pas intéressant. Alors qu'aujourd'hui, avec des plateformes comme, tu as dit Upwork, mais comme Fiverr par exemple, moi, quand j'ai besoin d'une voix off, je vais sur Fiverr, ça me coûte 30 ou 40 $, et j'ai ma voix off qui est faite en 3 jours. Et voilà, pas cher, rapide, professionnel. Et il y a un autre truc, souvent tout le monde a dû un jour, je pense, appeler un serrurier ou un plombier ou un électricien à la maison, et le type, il a cherché vous en mettre pour 3 fois la valeur de la maison, et juste pour poser une prise électrique sur le mur, quoi. Et donc, ça pose des problèmes, ou de chercher un garage, un garagiste. Et là, on va au pifomètre, les amis, qu'est-ce qu'ils ont dit, voilà. Et on n'a aucune
aucun repère pour évaluer le sérieux de la personne. Alors que sur cette plateforme-là, on a des notations qui nous permettent tout de suite de savoir si le type il a 1000 heures de travail derrière lui ou aussi il débute, les taux d'appréciation, le taux de délivrabilité et compagnie. Je veux dire, on a quand même beaucoup plus d'infos que dans la vraie vie. Donc c'est le côté aussi très simple de la chose, quoi. Tout à fait. Alors, il y aurait le contre-exemple de personnes qui vont dire oui, mais alors c'est une fuite, l'argent n'est pas en France, on dévalorise le métier de voix off dans ce cas. Oui. Moi je dis, il y a des gens qui veulent bosser, on leur donne le pognon. C'est les Français qui veulent bosser, ils vont bosser. Et d'ailleurs, sur ces plateformes-là, il y a aussi beaucoup d'Européens. Et il y a beaucoup de gens qui génèrent un salaire complet avec ce type de prestations-là. Et souvent, ça dévalorise pas aussi les gens qui bossent en France et qui ont un boulot comme ça. Mais c'est vrai que je viserais plutôt le haut de gamme pour ces gens-là parce qu'ils ont une vision beaucoup plus, avec un retour sur investissement beaucoup plus difficile à avoir que des gens qui travaillent à l'étranger, qui n'ont pas les mêmes charges, etc. Tout ça. Mais c'est un petit peu le phénomène de la mondialisation et on ne peut pas lutter contre ça aujourd'hui. C'est comme ça. Puis après, il y a autre chose, c'est que souvent, l'autre argument, l'autre objection, pardon, c'est ah ouais, mais du coup, tu préfères payer quelqu'un pas cher, un esclave, plutôt que payer quelqu'un en France. Et je tiens à dire que j'ai pas d'employés. J'ai une équipe de 26 freelances aujourd'hui. Il n'y en a pas un qui en dessous des dollars de l'heure. Hein. Ah oui, tu alimentes l'économie 9,50 du pays. je crois, l'équipe de Maïka Madagascar, quoi. 9,50 de l'heure, quoi. Je veux dire, disons, quoi, c'était pas un pack de 20 heures, quoi. Et puis, ça fait vivre une économie locale aussi, hein. Voilà. Donc, je veux dire, à un moment donné, si tu fais du proxénétisme, si tu vends de la coque, ou bon, là, effectivement, c'est pas des business très propres. Mais vraiment, toi, tu fais un business honnête, équilibré, que tu sers généreusement ton client, hein, que tu réponds à des vrais problèmes de compagnie, que tu es sérieux avec tes employés, je veux dire, il n'y a pas de, à un moment donné, Donc, si je reviens à la problématique de comment numériser un business en ligne, gagner sa vie grâce à un site web. D'ailleurs, juste un petit appel à l'action. Je t'ai préparé un autodiagnostic. Si tu as déjà un business, ou si tu lances dans un business, quel qu'il soit en ligne ou pas, je t'ai préparé un autodiagnostic pour faire le point. Et ça se passe sur business.fr/go/prépa 2018, et oui, parce qu'on est bientôt 2018. Donc, je t'invite à suivre ce questionnaire, tu as une surprise à l'autre bout. Et c'est un questionnaire qui dure à peu près 10-15 minutes et qui te pose des questions fondamentales sur ton business. Tu as les liens, bien sûr, dans la description, si tu m'écoutes depuis SoundCloud ou iTunes. Et je te laisse découvrir le process derrière. Donc, Siegfried, tu me disais le mindset. Ensuite, l'aspect technique. Et qu'est-ce que tu souhaiterais rajouter comme problématique pour transformer son business? Donc, on a vu la première problématique, le premier frein qui était la partie psychologique, la deuxième partie qui était le frein de la technique, et la troisième partie, le troisième blocage que rencontrent les entrepreneurs, c'est la partie argent, la partie monnaie, la partie finance. Souvent, les entrepreneurs disent « j'ai pas l'argent, j'ai pas encore les moyens » ou « c'est trop cher pour moi, pour mon business ». Et quand on veut numériser un business, effectivement, il y a des investissements. Et ça rejoint la problématique de la première problématique et la problématique psychologique, c'est-à-dire le rapport avec l'argent. Et l'entrepreneur ne doit pas, alors j'ai peut-être renforcé des portes ouvertes, mais ne doit pas prendre le côté dépense, mais doit prendre ça comme un investissement avec un retour sur un investissement. C'est-à-dire que chaque personne, chaque entrepreneur qui dépense 1 euro doit soit se libérer du temps, et à ce moment-là, ok, très bien, on se libère du temps, donc je gagne du temps, je peux faire d'autres choses, je peux développer mon entreprise. Très bien, ça rapporte pas d'argent, mais ça rapporte du temps de libre. Soit ça me rapporte de l'argent, c'est-à-dire que chaque euro investi permet de gagner 1,5 €, 2 euros, 3 euros, etc. Et à ce moment-là, il y a un retour sur investissement qui est réel. Et l'entrepreneur, il doit soit investir dans ses capacités intellectuelles, c'est-à-dire qu'il doit se dire, ok, j'investis de l'argent, mais je suis de plus en plus compétent, soit ça va me rapporter de l'argent. Et quand je vois des entrepreneurs qui me disent « Ok, moi je veux me lancer, mais j'ai pas l'argent pour une campagne Facebook, c'est trop onéreux pour moi », j'ai envie de leur dire « Ok, mais à un moment il faut sortir la main des poches un petit peu, il faut trouver des solutions, se poser les bonnes questions, c'est-à-dire que j'ai un obstacle en face de moi, ça peut être la technique comme on l'a vu au deuxième point, mais là c'est l'argent, j'ai un obstacle, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'arrête face au mur comme ça et j'attends que ça se passe? Ou est-ce que je trouve une solution pour enjamber le problème de l'argent? On peut aussi se poser la question de ça coûte quoi de ne rien faire? Ça coûte quoi de ne rien faire? Exactement, ça coûte quoi aussi de ne rien faire? Qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce qui va se passer si dans les 2, 3, 4, 5 ans, vous ne faites rien pour changer votre vie? Ben, vous allez rester là où vous êtes avec vos frustrations, votre envie qui brûle au fond de vous mais qui va s'éteindre. Il y a beaucoup de choses. Donc,
Les solutions, c'est quoi? Ben, c'est peut-être d'aller trouver temporairement un autre job, peut-être salarié, c'est pas grave, pour multiplier ses sources de revenus et avoir au moins un petit pécule en plus pour investir dans son entreprise. Ou alors peut-être se sortir les mains des poches et peut-être redécrocher le téléphone et trouver de nouveaux clients. Bref, il faut bosser un peu plus pour trouver cet argent-là et l'investir si vous ne l'avez pas. Si vous l'avez déjà, mais que par contre vous êtes un petit peu non, je garde mon pécule et je veux pas le dépenser, c'est pas une dépense, c'est un investissement. Et c'est là que ça rejoint aussi le premier blocage, le blocage psychologique, c'est-à-dire quelles sont les bonnes questions que je dois me poser et comment j'aborde un problème. Si, comme je vois souvent des entrepreneurs qui dépensent de l'argent sans réfléchir, parce qu'ils disent ah, je le sens bien, je sens qu'il y a un truc intéressant. Mais non, il ne faut pas sentir. Un entrepreneur, il ne sent pas. L'entrepreneur, il regarde des chiffres, il regarde le retour sur investissement. C'est un analyste, l'entrepreneur. Il y a une erreur. Souvent, moi j'avais un ami qui a une optique, qui avait acheté en location, qui avait loué un espace publicitaire sur un affichage public à l'entrée d'un parking dans une ville à côté de chez lui. Le mec, il avait vendu ça, je crois que c'était 500 ou 800 euros par mois d'abonnement sur ça. Qu'est-ce qu'il a eu comme preuve de retour sur investissement? Comment est-ce qu'il a pu mesurer ça? Zéro. C'est impossible. Et ce type d'affichage-là, qui est l'apanage des grandes marques comme Coca, Pepsi, tout ça, eux peuvent se le permettre parce qu'ils ont un budget publicitaire qui est énorme. Ils n'ont pas besoin de mesurer aussi précisément le retour sur investissement. C'est du branding, de l'affichage, il faut qu'on soit dans l'inconscient des gens. Mais le petit entrepreneur, la PME, la PMI, etc., ne peut pas jouer dans cette cour des grands au niveau de la dépense publicitaire. Donc il doit absolument y avoir un retour sur investissement. Ok, vous me louez cet espace publicitaire, combien vous me garantissez en retour? Et là, la personne va dire, mais je ne vous garantis rien, moi. Donc c'est pas un bon investissement. Exactement. Donc c'est vrai qu'il faut savoir investir son argent pour passer à l'étape supérieure. Et ce côté investissement, il est inhérent à la réussite. Oui. Vas-y. Oui, je veux dire, comment tu deals avec la peur de perdre de l'argent? Parce que souvent, en fait, les gens sont souvent OK pour mettre de l'argent dans le business. Je sais pas quelle est ta situation, toi, qui nous écoute. Si tu as déjà mis 5 000 euros, 10 000 ou peut-être 50 000 euros dans un e-commerce ou une plateforme quelconque. Par exemple, voilà, classique, j'ai un entrepreneur qui vient me voir et me dit, ben voilà, j'ai telle plateforme, une boîte m'a fait un devis de X milliers d'euros. Voilà, qu'est-ce que je fais? Et souvent, le deal, c'est, ben, il y a, admettons, 10 000 euros à investir dans le site web, et il y a que 12 000 euros sur le compte bancaire. Donc là, il y a une cartouche à tirer, si on tire une cartouche de 10 000 euros. Donc du coup, c'est ça en fait le choix. C'est derrière, il y a la femme qui dit attends, il y a crédit immobilier à payer, ou alors il y a des enjeux financiers quelconques. Donc comment tu te deals avec ça, toi? Alors déjà, il y a une première question que je pose toujours avec les rares clients que j'ai en coaching en direct, mais sinon c'est une question que je pose de manière différée. C'est-à-dire que je ne veux pas être la dernière roue du carrosse. Si la personne arrive, est au bout du rouleau, comme tu dis, elle a plus que 12 000 euros sur son compte et le budget qui est nécessaire, c'est 10 000 euros. Moi, je préfère dire non. Tu peux démarrer avec 10 000, dire tu as 10 000 et le projet de 10 000 euros. Ah d'accord, 10 000 euros. Par exemple, je pense à ça. Mais... ça va coûter de l'ensemble des économies. Dans ce cas-là, il y a plusieurs leviers émotionnels. Bon, déjà, pour revenir à ce que je dis, oui, pour reprendre la question, c'est que quand les gens sont au bout du rouleau ou se disent, voilà, j'ai une entreprise réelle, je veux me sauver en passant au numérique, il me reste plus que 10 000 euros sur mon compte, je mise tout là-dessus. Moi, je ne veux pas être cette personne-là parce que l'entrepreneuriat, c'est pas une science exacte et on ne peut pas garantir un 100% de résultat. Donc, je ne veux pas être la roue derrière du carrosse. Et si la personne est en situation d'échec, c'est qu'il y a un gros travail en amont à faire. Donc déjà, situation risquée. Pour revenir à ta question de dire, voilà, je veux lancer un business numérique, j'ai 10 000 euros, j'ai une cartouche, j'ai une seule cartouche, comment je fais? Il y a plusieurs leviers émotionnels qui rentrent en jeu et là, on rentre plutôt dans du marketing. Premièrement, il y a la garantie. C'est-à-dire que tu vas venir bosser avec moi ou tu vas suivre mon coaching, ma formation, etc. Si tu n'es pas satisfait, je te rembourse au bout de X jours. Ça, c'est valable que dans les business où il n'y a pas de matière périssable, un truc comme ça. C'est la garantie, tout simplement. Ça, c'est déjà un levier émotionnel, c'est de dire, OK, si je vais bosser avec lui, mais que tout compte fait, ça se passe mal, je le sens pas, ou son produit me plaît pas, je peux récupérer mes billes et repartir. La garantie, satisfait ou remboursé. Ou d'autres garanties, d'ailleurs. Deuxième levier émotionnel, c'est la preuve sociale. C'est-à-dire que, effectivement, OK, j'ai 10 000 euros à investir avec cette personne-là, qu'est-ce qu'elle a déjà réalisé ou quels sont les résultats avec ses clients? Est-ce qu'il a quelque chose à me montrer? Et là, de suite, en tant qu'entrepreneur, si la personne en face vous dit
j'ai pas de clients à vous montrer, ou qu'est-ce que vous avez fait? Ben, je roule toujours en 2 chevaux, et il y a un truc qui va pas. Donc, deuxième mauvaise problématique, c'est s'il n'y a pas de preuve sociale, c'est un petit peu louche. Un autre levier émotionnel qu'il faut vérifier quand on veut investir de l'argent. Donc, le premier, c'était, j'ai perdu le premier, c'était le deuxième, c'était la preuve sociale. Ça. Ok, le troisième, ça me revient. Le troisième levier, ça va être aussi le côté expertise. C'est-à-dire... c'est la garantie. D'où vient... Ouais, la garantie, c'est la garantie la première. C'est vachement importante. L'expertise. Quelle est son expertise perçue et d'où vient son expertise? C'est-à-dire que c'est très bien d'avoir des résultats avec des personnes, tout ça, mais d'où sort cette personne? Est-ce qu'elle s'est autoproclamée depuis hier matin expert? Ou est-ce qu'elle a quelque chose, une expérience, une histoire? D'où vient son énergie? Et dans ce sens-là, quand j'avais fait une émission d'ailleurs, comment trouver un bon mentor? Et la question, c'est de dire, est-ce que le mentor est au niveau que toi tu vises dans 1 an ou dans 3 ans? C'est-à-dire que tu souhaites devenir investisseur en immobilier, va chercher un investisseur, va chercher un coach, un mentor qui a déjà, par exemple, 10 biens immobiliers, par exemple. Tu ne pourras pas aller chercher celui qui a 100 biens immobiliers parce qu'il va être trop cher pour toi, il y aura trop de décalage à faire, puis tu ne seras pas assez mature pour lui de toute façon. Voilà, va chercher quelqu'un effectivement qui a déjà, ou une entreprise, si on parle d'un site web e-commerce, est-ce que cette entreprise a déjà fait des sites e-commerce qui rapportent de l'argent à leurs propriétaires, par exemple? Quel est le niveau effectivement d'expérience et de réalisation? De réalisation et effectivement d'expertise, avec qui il a travaillé, quelles ont été ses ressources. Voilà. Et c'est vrai que ça fait partie aussi des petits leviers à passer au vert, se dire, ok, cette personne-là, je vais peut-être bosser avec elle parce qu'effectivement, elle valide le fait qu'elle a une garantie, elle valide le fait que justement, elle a une expertise perçue, elle valide le fait qu'il y a des clients qui ont témoigné que ça s'est très bien passé et que lui-même a une réussite aussi personnelle. Tout ça, c'est à valider. Alors, il y en a d'autres, il y en a 7, 8, parce que 10 leviers qu'on pourrait voir comme ça, qu'on pourrait passer au vert. Mais voilà, il faut se poser, et ça revient donc à l'approche psychologique de l'entrepreneuriat, le bon mindset, savoir se poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Quand aujourd'hui, un entrepreneur, comme je le disais tout à l'heure, on lui propose d'acheter quelque chose, en général, on a un commercial, et puis, ok, mais qu'est-ce que vous m'apportez comme garantie? Avec qui vous bossez? Qu'est-ce qu'on dit vos clients? Est-ce que je peux rencontrer un client? Il y a beaucoup de choses comme ça qui font qu'en général, on n'a pas les réponses. Et à ce moment, l'investissement devient un peu plus risqué. Et après, de toute façon, on est très clair, on ne gagne pas de l'argent ou autre chose sans prendre de risques. C'est inhérent au métier d'entrepreneur. À un moment donné, si tu achètes un bien et pour le faire fructifier, faut prendre le risque de mettre les 100 000, le 300 ou 1 million d'euros, peu importe ce que tu achètes. Ouais, alors je serais plus pondéré, pour refaire encore une pareille avec le haut niveau, par exemple, tu prends des risques mais mesurés. Oui, mais il y a risques mesurés, ouais. Si je regarde Elon Musk, il a à plusieurs reprises dans ses business, PayPal, SpaceX, Tesla. À chaque fois, il a misé l'intégralité de sa fortune. Alors évidemment, peut-être qu'il avait un backup de peut-être 50 millions de dollars quelque part, parce qu'avec 50 millions de dollars, il peut vivre le restant de ses jours, j'imagine. Il a misé l'intégralité de sa fortune et quand même de sa notoriété, parce que s'il se plante magistralement avec SpaceX, il s'avère que c'est l'inverse, parce qu'il réussit plus tôt. Mais je veux dire, voilà, il y a pas de demi-mesure, comme on dit. Si Xavier Niel a réussi, c'est à un moment donné, il a dit, on va faire ça, il a mis, je peux connaître 1 million d'euros dans la Freebox. Il y a la prise de risque. Je suis d'accord avec toi, la prise de risque mesurée, mais je dirais plus pour préciser, c'est plus aussi le fait de jouer et de se mettre sur le tapis, en fait. Jouer. Casser l'enjeu, transformer l'enjeu. J'ai réussi, je veux mettre en jeu ma réussite. Encore une fois, comme le sportif, en fait, qui va gagner une compétition, par exemple, il va dire, je suis champion de France, bravo, merci, tout ça. L'année prochaine, qu'est-ce que je fais? Non, je m'arrête, je deviens sédentaire, tu vois. Non, tu ne deviens pas sédentaire. L'année prochaine, tu remets en jeu ton titre et tu reviens jouer sur la table et tu dis, ok, l'année prochaine, je risque de ne plus être champion de France, je peux être peut-être 2e, 3e ou 10e, je sais pas. Mais en tout cas, je viens jouer, je viens prendre des risques, comme tu dis, et je viens me alors, moi, j'aime bien aussi tourner la notion de risque en notion d'apprentissage. Et du coup, en fait, on ne voit plus le risque
comme un danger, comme quelque chose qui va brûler, qui va faire mal, Mhm. mais comme un apprentissage. Et ça, d'ailleurs, c'est un type qu'on aime bien, c'est Jean Rivière, justement, qui dit, lui, moi, ça m'amuse de tester des trucs sur Internet, compagnie, d'envoyer de la pub Facebook à tel endroit, parce qu'en fait, il voit le truc comme un jeu, et comme, voilà, on tire des ficelles, on regarde laquelle Ouais. qui nous fait avancer le plus, en fait. Tout à fait, tout à fait. Et pour attacher ça, donc justement, à ce Mm. dernier point qui était le problème de l'argent, effectivement, en tant qu'entrepreneur, il faut prendre des risques mesurés où on se remet en situation de perdre peut-être le monopole, de perdre quelque chose, mais pour aller plus loin, justement, aller plus haut dans sa réussite. Ouais. Et tu as commencé à en parler, c'est qu'en fait, en tant qu'entrepreneur, et ça c'est très important, et ça rejoint encore le côté psychologique, comme quoi c'est super important, c'est le socle, un entrepreneur n'échoue pas. Comme le sportif de haut niveau n'échoue jamais, à partir du moment où il ne s'arrête pas. C'est-à-dire que le sportif, si demain il va à une compétition, il se dit ok, j'ai échoué, je m'arrête, je suis nul, c'est pas la peine. Ça n'existe pas dans le sport, ça. Le mec il va dire ok, j'ai fait ma compétition, je me suis planté, ben, je vais changer mon entraînement, je vais peut-être mieux m'alimenter, je vais trouver des solutions et je vais peut-être gagner la prochaine fois. Et tant que le sportif continue, il a toujours une chance d'évoluer. L'entrepreneur, c'est la même chose. Si à partir du premier échec, il dit voilà, j'ai investi 1000 euros, 5000 euros, 10 000 euros, je me suis planté, j'arrête, c'est pas pour moi. Tout à fait. Non, c'est pas un échec, c'est un apprentissage qui va dire ok, pourquoi quand j'ai loué cet encart publicitaire, ça m'a rapporté 0 euros et j'ai dépensé 800 euros tous les mois? Parce que je me suis pas, j'ai pas fait gaffe au retour sur investissement, j'ai fait confiance à une personne sur sa parole, etc., tout ça. Alors qu'en fait, la prochaine fois, je ne ferai pas cette erreur. Et pour le prochain investissement, chaque fois, ouais. je me mettrai en jeu, je ferai d'autres choses. Donc, Alors, ce côté psychologique. impec, Siegfried. Et moi, je vais te poser une question plus personnelle, parce que là, on est dans une posture d'expert où on donne les conseils et tout bien pacté pour réussir à transformer un business en business profitable Ouais. sur Internet. Justement, toi, tu as un parcours de sportif, puis ensuite tu es intermédiaire, je sais pas, mais directeur marketing, puis après, là, récemment, tu as créé RM Université. Alors justement, toi, tes apprentissages personnels, voilà, tu as lancé ton business, quels ont été je sais pas, si tu veux nous sortir un enseignement majeur qui a vraiment transformé l'intégralité. J'en ai même fait une formation de ça. C'est les 20 règles de l'entrepreneur, enfin les 20 pensées de l'entrepreneur. Et les apprentissages que j'ai issus, enfin Si tu de veux en mon donner expérience, voilà, un ou deux vraiment clés pour. il y en a peut-être 3 qui me viennent très, très forts. Oui. Le premier, c'est de se concentrer sur les mauvaises choses. Tu as focalisé, toi, sur des mauvais points. C'était quoi concrètement, tu faisais quoi? Très technique. Moi, je te dis de manière très pragmatique. C'était à une époque où je lançais mon activité qui était dans l'infographie. Des années en arrière, une vingtaine d'années en arrière. Et je me suis focalisé sur un beau site web, sur une belle carte de visite et sur mes tarifs. Comment calculer mes tarifs? Ça a dû me prendre à peu près au moins un mois à faire ça. Pour dire quel beau site web, comment je fais ça, la carte de visite, qu'est-ce que je mets comme fond, quelle est la couleur. Pendant un mois. Le deuxième mois, j'ai perdu comme ça 3 mois à me focaliser sur des choses qui n'étaient somme toute pas importantes. Alors qu'en fait, la règle numéro 1, le principe, c'est que l'entrepreneur, il doit générer de l'argent. En priorité, c'est vendre. C'est peut-être brutal de le dire, mais il faut vendre. Et après, tout le reste, c'est secondaire, c'est l'amélioration. Donc ça, là-dessus, j'ai passé 3 mois à perdre de l'argent, perdre du temps, perdre de l'argent, et ça m'a pas fait avancer. Et c'est des erreurs que j'ai renouvelées plus tard de manière différente, sur le fait de ne pas se concentrer sur la bonne chose, alors qu'en fait, il faut se concentrer en priorité sur ce qui ramène de l'argent. Deuxième erreur, c'était même pas une erreur, c'était une approche psychologique, c'est si tu fais ce que tu as toujours fait, tu auras les résultats que tu auras toujours obtenus. Ah oui, ça. Et ça a été une révélation pour moi. Je me rappelle même tellement que c'était puissant. J'étais assis à mon bureau. Je me rappelle, c'est comme des événements psychologiques choquants. Tu te rappelles de tout. Je me rappelle le jour où j'ai eu cette révélation. Et j'avais lu un bouquin à ce moment-là. Et je lis cette phrase. Si tu as les résultats que tu as aujourd'hui, c'est que tu as répété tes mêmes erreurs. Et là, c'est un switch qu'il faut avoir en tant qu'entrepreneur. C'est que si vous répétez tout le temps le même schéma, vous aurez tout le temps le même résultat. Si aujourd'hui, vous gagnez 5000 euros par mois, et si vous faites toujours la même chose, vous gagnerez toujours 5000 euros par mois. Il faut à chaque fois modifier, tester. En marketing, on connaît très bien, on speed test des modifications pour savoir laquelle des deux marchera le mieux. Mais dans votre process de penser, de faire, dans un restaurant, dans une boutique, changez vos habitudes, changez votre méthode de travail pour voir s'il n'y a pas quelque chose de plus productif, de plus rentable. Et ça, c'est extrêmement puissant quand on est entrepreneur, parce que ça permet d'évoluer. Donc ça, c'est vraiment les 2
plus gros point. Et le troisième, j'en ai parlé avec le livre de T.R. Wecker, c'est les secrets d'un esprit millionnaire, c'est d'être en accord avec l'argent. Et là, c'est la notion de thermostat financier, comme ce serait trop long de développer, mais qui fait que effectivement, juste sur une phrase, parce qu'on va pas rentrer là-dedans, mais de la notion, la place qu'on donne à l'argent est directement liée à la valeur à laquelle, à la valeur qu'on s'accorde à soi, en fait. Oui, effectivement, ce qu'on dit tout à l'heure. Quand on comprend ça, c'est l'estime de soi, c'est la confiance, l'estime, quoi. Bref, tout un tas de trucs nous sont mis propre miroir, en fait. Confiance en soi, et puis aussi des pensées qui malheureusement nous sont enseignées par notre entourage, par nos parents. Oui, voilà, exactement. Combien de fois, je peux le témoigner, j'ai entendu mes parents dire « Oh là, c'est Richard, c'est pourri de riche, au moins nous on est heureux. » Non, c'est Siegfried, pardon. Mais voilà, parce que les parents, inconsciemment, ou l'entourage comme ça, des gens qu'on côtoie, disent les riches sont, j'exagère, sont mauvais et pourris pour réussir, pour être un pourri ou un pistonné, et les autres, les pauvres, ils sont heureux. Et les riches disent la même chose dans l'autre sens, hein. Alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. Il y a des bons et des mauvais dans les deux camps. Dans les pauvres, il y a des pourris dégueulasses, et très bien, dans les riches. Et c'est pas ça qui va être le dénominateur commun des riches ou des pauvres. C'est une manière différente de penser, etc. Et tant qu'on n'a pas franchi ce côté psychologique dont on a parlé tout à l'heure, on est bloqué. Exactement. Merci Siegfried. C'était une discussion vraiment intéressante. Pour rappel, c'est Siegfried C. Tu peux retrouver Siegfried sur son site web universitédelareussite.com, c'est ça? Oui, rmuniversité.com ou universitédelareussite.com. Voilà, donc bien sûr, comme d'hab, tu peux aller sur la page sur business100.fr qui résume cette interview, cette discussion. Tu retrouveras bien sûr toutes les coordonnées de Siegfried. Cette vidéo était tournée d'ailleurs à Lambesc. Siegfried habite à Malmort, donc si tu as envie de prendre un café, manger ensemble une fois ou participer à un de nos événements, ben, écoute, ce sera avec plaisir. Moi, je te retrouve dans l'autodiagnostic que je te propose donc pour faire le bilan 2017 et préparer 2018 sur business200.fr/go/prépa 2018, prépa sans accent. Bien sûr, tu as tous les liens en dessous dans la description. Et je te retrouve demain pour une prochaine émission de Mon Business à 200%. Merci Siegfried. De rien. À une prochaine. Au revoir à tous. Bye bye.